Bonjour et bienvenue au Centre de services partagés d'Hydro-Québec. Cette capsule a pour but de vous informer des consignes et des règles de sécurité à respecter dans le cadre de vos travaux. Le Centre de services partagés d'Hydro-Québec, ou CSP, offre du soutien aux différentes unités administratives de l'entreprise. Il est composé de plusieurs directions, dont la direction Services immobiliers. Cette dernière assure l'exploitation des bâtiments dont elle a la responsabilité, ainsi que les projets de transformation touchant ces bâtiments. La direction fait affaire avec plusieurs types d'entrepreneurs: les entrepreneurs généraux et les sous-traitants, les entrepreneurs occasionnels, les entrepreneurs pour les travaux en urgence, ainsi que les différents services professionnels. Cette présentation comporte deux volets. Le premier présente les consignes générales de sécurité, tandis que le second porte sur le travail impliquant des risques majeurs définis par la direction, tels que le travail en hauteur, le cadenassage, le travail en présence de tension et les espaces clos. Le Centre de services partagés a adopté une déclaration de principe en matière de santé et de sécurité qui définit son engagement envers la prévention des accidents. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en respectant les méthodes de travail, en adoptant un comportement sécuritaire et en participant au dépistage des risques, vous contribuerez à respecter les principes de cette déclaration. Dans certaines situations, Hydro-Québec fournit des cartes d'accès vous permettant d'accéder aux endroits où vous devrez réaliser des travaux. Lorsque cette situation se présente, vous avez certaines responsabilités, dont ne pas prêter votre carte d'accès à une autre personne, signaler au représentant d'Hydro-Québec que vous accédez au lieu chaque fois que vous le faites, sauf si des plages horaires sont définies dans le contrat, vous identifier lorsqu'un employé d'Hydro-Québec vous en fait la demande. De plus, Hydro-Québec vous demande de ne jamais circuler en dehors des endroits qui vous ont été indiqués quand vous avez été accueilli et de toujours respecter les limites de vitesse, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du site. Hydro-Québec exige que vous portiez les équipements de protection requis en fonction des risques présents. En tout temps, vous devez respecter certaines consignes internes, dont le port des lunettes et chaussures de sécurité dans les ateliers de véhicules ou le port des chaussures et du chapeau de sécurité dans les cours des magasins. Hydro-Québec demande également que vous inspectiez vos équipements de protection et vos outils, afin qu'ils soient conformes aux exigences réglementaires et légales. De plus, vous avez la responsabilité de les utiliser aux fins pour lesquelles ils sont prévus. Hydro-Québec ne fournit aucun outil, matériau ou équipement aux entrepreneurs qui réalisent des travaux dans ces installations. Toutefois, dans certaines situations nécessitant l'utilisation d'engins élévateurs, Hydro-Québec peut prêter ce genre d'équipement. Cependant, ce prêt doit être convenu avec le représentant d'Hydro-Québec avant le début des travaux. Enfin, assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire au balisage de votre zone de travail. L'entrepreneur qui obtient un contrat à Hydro-Québec a la responsabilité de fournir du personnel compétent et qualifié pour la réalisation des travaux. Les pièces justificatives attestant les compétences et les qualifications peuvent faire l'objet d'une validation en tout temps avant ou pendant les travaux. Voyons maintenant ce qu'il faut faire en cas d'accident du travail. Si vous avez un accident du travail, vous devez absolument en informer votre employeur dans les meilleurs délais. Vous devez également lui signaler tout dommage matériel. Votre employeur a la responsabilité d'informer immédiatement le responsable des travaux à Hydro-Québec. Un rapport d'enquête et d'analyse doit être produit au plus tard 48 heures après l'accident. Si vous devez quitter les lieux pour consulter un médecin, il est important de nous en informer. Passons maintenant au volet administratif concernant la tolérance zéro en matière de santé et de sécurité applicable à tous les travaux et projets. Lors d'une première observation d'une dérogation à une consigne de sécurité, un avis écrit est remis aux travailleurs et au contremaître. Lors d'une deuxième observation de la même dérogation, le travailleur sera expulsé des lieux des travaux pour toute la durée du contrat. De plus, toutes les dérogations sont traitées lors de la réunion santé-sécurité et les discussions sont consignées dans le compte-rendu. Si un autre travailleur déroge à la même consigne de sécurité au même endroit,
un avis écrit est transmis à l'entrepreneur, au contremaître et au travailleur dès la première observation. Cette situation pourrait mener à l'expulsion du contremaître responsable de la supervision des travaux. Enfin, toute dérogation majeure mettant en danger la sécurité du travailleur ou celle des autres peut avoir comme conséquence l'expulsion sans préavis des lieux de travail du contrevenant et l'application des clauses prévues au contrat. À titre d'exemple, couper le cadenas d'une autre personne sans autorisation est inacceptable. Voici maintenant ce que vous devez savoir concernant les mesures d'urgence applicables dans les bâtiments d'Hydro-Québec. Lorsque vous entendez un signal d'alarme, vous devez immédiatement évacuer le bâtiment et vous diriger vers le point de rassemblement qui vous a été indiqué par votre employeur ou par le représentant d'Hydro-Québec. Vous êtes responsable de vous en informer et de signaler votre présence à l'extérieur. Comme l'indique l'encadrement CSP-SST 020, concernant les travaux de creusage, il est interdit de faire des travaux d'excavation, de cassage, de sciage et de forage et certains types de perçage sans un permis de creusage émis par le représentant d'Hydro-Québec. Tout creusage à moins de 2 mètres d'un câble électrique doit être effectué à l'aide d'un équipement muni d'une mise à la terre conforme à cet encadrement. Les outils électriques portatifs doivent être à double isolation ou munis d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre ou DDFT. Les gardes de sécurité des équipements doivent être présents et conformes. Chaque travailleur doit porter les équipements de protection individuelle requis. À Hydro-Québec, le balisage est important. Règle générale, nous vous demandons de baliser les lieux où vous réalisez vos travaux. Le matériel utilisé varie en fonction de l'ampleur des travaux ou du fait que des véhicules ou piétons circulent à proximité. Il est possible d'utiliser des cônes ou du ruban, ainsi que des barrières, à moins que d'autres exigences aient été établies. En tant qu'entrepreneur, vous êtes notamment responsable d'informer vos employés de toutes les méthodes de travail relatives aux risques majeurs déterminées par Hydro-Québec et de vous assurer qu'ils comprennent et appliquent ces méthodes. En tant qu'employé, vous êtes notamment responsable de vous assurer que vous comprenez bien les directives qui vous sont transmises et de vous engager à les respecter. Vous devez aussi déclarer tous les accidents et incidents. En tant que donneur d'ouvrage, Hydro-Québec est notamment responsable de bien informer l'entrepreneur sur les risques et de vérifier que le personnel a les compétences nécessaires pour effectuer les travaux et utiliser les équipements. Vous devez obligatoirement signaler votre présence sur les lieux aux représentants d'Hydro-Québec. Vous devez inspecter vos équipements de protection individuelle et les porter en tout temps. Vous devez déclarer tout événement à votre employeur et aux représentants d'Hydro-Québec dès qu'il se produit. Vous devez vous assurer d'avoir tout le matériel nécessaire pour les travaux, y compris pour le balisage. C'est ainsi que se termine le volet sur les consignes générales de santé et de sécurité. Si vos travaux ne comportent aucun risque majeur, vous pouvez ne pas assister au volet suivant. Nous vous remercions et nous espérons que votre expérience de travail à Hydro-Québec sera des plus positives. Les personnes dont les travaux comportent des risques majeurs sont invitées à passer au volet suivant. Nous vous invitons à poursuivre cette présentation. La direction Services Immobiliers a recensé les risques majeurs associés aux travaux suivants. Les travaux nécessitant un cadenassage, les travaux en hauteur, les travaux sous tension, les travaux en espace clos et les travaux en présence de matériaux contenant de l'amiante ou de la silice. Les méthodes décrites dans nos encadrements s'appliquent tant aux employés de la direction qu'aux entrepreneurs. Elles font notamment référence à la législation sur la santé et la sécurité du travail. Voyons-les plus en détail. Tout d'abord, voyons les situations nécessitant du cadenassage et le contrôle des énergies dangereuses. La direction Services Immobiliers vous a transmis une copie de son encadrement CSP-SST 015 qui précise les modalités d'application du cadenassage. Chaque travailleur doit s'assurer d'avoir son cadenas personnel en sa possession pendant les travaux. Avant d'effectuer du cadenassage, assurez-vous d'avoir en votre possession les plans de l'installation électrique à jour
ou une fiche de cadenassage correspondant au travail à effectuer. Délimitez votre zone de travail et avisez les personnes pouvant être touchées par l'arrêt de la machine ou de l'équipement. Mettez le dispositif de commande de la machine ou de l'équipement à l'arrêt. Placez le ou les dispositifs de cadenassage de manière à éliminer toutes les sources d'énergie et à empêcher tout mouvement accidentel. Dans le seul cas où la machine ou l'équipement est conçu de manière à ce qu'il soit impossible d'y apposer un dispositif de cadenassage, utilisez une étiquette de cadenassage. N'oubliez pas que la pince de cadenassage est obligatoire en tout temps et que vous devez utiliser des cadenas individuels. Si nécessaire, utilisez une boîte de cadenassage. Éliminez ou purgez toutes les sources d'énergie avant de commencer les travaux. Effectuez un essai de démarrage et vérifiez l'absence de tension à l'aide d'un multimètre répondant aux exigences de l'encadrement. Veuillez prendre note qu'il est strictement interdit de couper ou de retirer un cadenas déjà en place, de même que de prêter ou d'emprunter un cadenas individuel. Des mesures administratives pouvant aller jusqu'à l'expulsion peuvent être appliquées. Revenons sur certains éléments du cadenassage. La façon la plus sécuritaire de mettre un interrupteur hors tension consiste à se placer à côté de l'interrupteur, à regarder dans la direction opposée et à utiliser la main gauche. Dans le cas d'un interrupteur muni d'une fenêtre, vous devez effectuer un essai de démarrage, mettre l'interrupteur hors tension, vérifier visuellement la séparation électrique de chaque phase et faire un nouvel essai de démarrage avant de cadenasser. Dans le cas d'un interrupteur muni de DEL, vous devez vous assurer que les 3 voyants rouges clignotent avant de mettre l'interrupteur hors tension et vérifier qu'ils sont éteints une fois l'interrupteur hors tension. Pour mettre hors tension un interrupteur monophasé sans fenêtre et sans DEL, effectuer un essai de démarrage, mettre l'interrupteur hors tension et faire un nouvel essai de démarrage. Dans le cas d'un interrupteur biphasé ou triphasé, sans fenêtre et sans DEL, la tâche doit être confiée à une personne ayant les compétences requises pour manœuvrer ce genre d'interrupteur et vérifier l'absence de tension dans l'équipement visé par les travaux. N'oubliez pas de porter les EPI requis pour ces différentes manœuvres. Précisons maintenant les exigences associées au travail en présence de tension. La direction Service Immobilier vous a transmis une copie de son encadrement CSP-SST 016. Ce dernier a pour but de définir les mesures de sécurité à appliquer lors des travaux sous tension ou dans un environnement sous tension. Voici d'abord les points les plus importants à retenir. Comme les travaux hors tension sont la règle, le travail en présence de tension à 750 volts et moins est une mesure exceptionnelle qui est autorisée uniquement pour la détection d'une anomalie de fonctionnement ou pour la réalisation d'une manœuvre de détection, de vérification, d'essai ou de calibration. Un permis de travail émis par un représentant d'Hydro-Québec est obligatoire pour les travaux électriques en présence de tension comportant un risque de catégorie 4. Notez que le port de bijoux, y compris ceux des perçages, d'une montre, d'une ceinture et de tout autre accessoire conducteur est interdit. Le travail en présence de tension nécessite le port d'EPI particuliers. Les vêtements et les sous-vêtements doivent être en fibres naturelles, par exemple en coton, et les fibres synthétiques comme le polyester sont interdites. Le travailleur doit porter les EPI définis selon le niveau de risque établi pour la tâche à effectuer. Cette information est disponible à différents endroits, comme sur l'étiquette d'énergie incidente, à l'annexe 1 de notre norme interne et dans la norme CSA Z462. Nous y retrouvons également le périmètre de protection à appliquer et toutes les autres informations nécessaires à un travail en toute sécurité. Passons maintenant au travail en hauteur. La direction Service Immobilier vous a transmis son encadrement CSP-SST 017, qui précise les mesures de sécurité à mettre en place pour prévenir des chutes dans les situations de travail en hauteur. Quelques principes de base s'appliquent au travail en hauteur. S'il est exposé à une chute de 3 mètres ou plus à partir de sa position de travail,
le travailleur doit être protégé contre les chutes. Les dispositifs anti-chute et les ancrages doivent être conçus par un ingénieur. Chaque travailleur est responsable d'effectuer une inspection visuelle avant d'utiliser les équipements. Chaque travailleur doit s'assurer que ses raccordements sont compatibles. Voyons ensemble quelques situations de travail en hauteur. Le travail dans une échelle est-il permis? La réponse est oui. Cependant, les échelles et escabeaux ne peuvent être utilisés qu'exceptionnellement, sur de courtes durées et de façon non répétitive. Pour des travaux à plus de 3 mètres ou 10 pieds de hauteur, le port d'un harnais relié à un dispositif de prévention des chutes est obligatoire. N'oubliez pas que l'utilisation d'échelles portatives ou d'escabeaux en bois ou faits d'un matériau conducteur est interdite à Hydro-Québec. Il est interdit de se trouver à moins de 2 mètres du bord d'un toit. Si les travaux à réaliser se trouvent à proximité de cette limite, il faut établir un périmètre de sécurité pour éviter toute chute accidentelle. Si vous devez travailler à moins de 2 mètres du bord d'une toiture, vous devez être protégé par un garde-corps ou porter un harnais de sécurité relié à un dispositif anti-chute, ou encore porter un harnais de sécurité relié à un système de limitation des déplacements. Passons maintenant au travail avec un engin élévateur. Dans tous les cas, le travailleur qui utilise l'équipement doit avoir reçu la formation nécessaire. Les travailleurs doivent en tout temps porter un harnais et être attachés à un ancrage du fabricant. N'oubliez pas que le nombre d'ancrages équivaut au nombre d'occupants permis. Avant d'utiliser l'équipement, il faut s'assurer qu'il a fait l'objet de toutes les inspections requises. Si ses pieds doivent quitter le plancher, le travailleur doit s'attacher à un ancrage relié à un élément de la structure. L'encadrement CSP-SST 005 fait état des exigences pour le sauvetage en hauteur. Il faut élaborer une procédure de sauvetage pour les situations comportant le risque qu'un travailleur reste suspendu dans un harnais à la suite d'une chute ou soit coincé en hauteur dans un endroit difficile d'accès. Cette procédure de sauvetage doit être soumise et validée par le représentant d'Hydro-Québec. Le dernier risque majeur déterminé par la direction Services immobiliers concerne le travail dans un espace clos. L'encadrement CSP-SST 004 précise les mesures de prévention applicables dans le cas des interventions en espace clos. Le volet sauvetage est traité dans l'encadrement CSP-SST 005. Veuillez noter que dans la plupart des cas, le représentant d'Hydro-Québec peut fournir les procédures de sauvetage. Pour travailler dans un espace clos, il est important d'avoir une fiche qui présente les risques, les mesures de prévention et la procédure de sauvetage. D'avoir une procédure de sauvetage qui a été éprouvée. D'inspecter et de déployer les équipements de sauvetage avant le début des travaux. D'effectuer le test de dérive du détecteur 4 gaz, ou bump test, et de préparer ce détecteur pour une lecture en continu. D'obtenir un permis d'entrée en espace clos. De suivre la procédure établie et de remplir toute la documentation obligatoire de votre entreprise et d'Hydro-Québec. Un surveillant posté à l'extérieur doit demeurer en contact visuel ou auditif en tout temps avec les travailleurs. En aucun cas, le surveillant ne peut pénétrer dans l'espace clos ou aller chercher des outils. Au besoin, il déclenche les mesures d'urgence. Vous devez aussi tenir compte de certaines mesures de sécurité. Par exemple, les émanations de gaz produites par les moteurs à combustion installés à l'extérieur ne doivent pas s'introduire dans l'espace clos. De plus, des méthodes de travail particulières doivent être élaborées en cas d'utilisation de solvants, de peinture ou d'autres matières toxiques. Rappelez-vous que le seul fait de mettre sa tête dans une ouverture constitue une entrée en espace clos. La direction Services immobiliers a précisé ses exigences au sujet des travaux qui impliquent des matériaux contenant de l'amiante. Certaines de ces exigences relèvent du Règlement sur la santé-sécurité du travail, RSST, et du Code de sécurité pour les travaux de construction, CSTC. Elles portent sur l'inspection et la vérification de l'amiante, l'obligation de tenir un registre, la formation des personnes qui ont accès à la zone des travaux,
les mesures de prévention, ainsi que la gestion des déchets d'amiante, y compris le lieu d'enfouissement autorisé. Outre ces exigences, certaines règles, comme l'interdiction de fumer, de manger, de boire ou de mâcher et l'utilisation de l'air comprimé, doivent être respectées. En cours de travaux, il faut tenir compte de la présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et, le cas échéant, appliquer les mesures de prévention recommandées. On peut consulter le guide « Gestion sécuritaire de l'amiante » de la CNESST pour connaître les exigences à respecter. Si on découvre des matériaux contenant de l'amiante, il faut interrompre les travaux, procéder à un échantillonnage et adapter les méthodes de travail en fonction du risque. Hydro-Québec tient un registre interne sur la présence d'amiante dans ses bâtiments. La procédure de travail retenue doit être soumise à Hydro-Québec et validée par son représentant. Toute personne circulant à proximité de la zone de travaux doit être en mesure de repérer rapidement la présence d'amiante. Il faut effectuer un balisage en délimitant l'aire de travail et en installant le matériel de sécurité approprié. L'exécution de travaux en présence d'amiante nécessite le port d'EPI définis selon le niveau de risque établi pour la tâche. Hydro-Québec interdit d'utiliser un appareil de protection respiratoire jetable pour tous les travaux à effectuer en présence d'amiante. Il faut porter un respirateur réutilisable muni d'un filtre à haute efficacité, minimum P100. En présence de poussière d'amiante, il faut humidifier ou aspirer à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité portant la mention EPA. De plus, tout outil électrique doit être pourvu d'un système de captation à la source avec le même type de filtre. Pour toute demande d'équivalence, il faut remettre la documentation appropriée au responsable d'Hydro-Québec. À la fin des travaux, il faut indiquer l'endroit où des matériaux contenant l'amiante ont été retirés, celui où on en a ajouté, ainsi que la caractérisation de ces matériaux. Les autres rapports d'analyse doivent aussi être fournis. La direction Services immobiliers a précisé ses exigences en ce qui concerne les travaux impliquant la présence de silice. En présence de silice, il faut humidifier ou aspirer la poussière à la source. Durant la réalisation des travaux, on peut utiliser un pulvérisateur pour humidifier. À noter que les outils d'aspiration doivent être munis d'un filtre à haute efficacité EPA. En présence de matériaux contenant de la silice, il faut porter les équipements de protection individuelle suivants: un appareil de protection respiratoire, des lunettes de sécurité, des gants. De plus, à la fin des travaux, il ne faut pas oublier de se laver les mains et d'enlever les poussières accumulées sur ses vêtements à l'aide d'un chiffon humide ou d'un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité EPA. Il est strictement interdit de nettoyer ses vêtements avec un appareil à air comprimé. En terminant, rappelons quelques éléments de cette présentation. Aucune infraction ne sera tolérée en ce qui concerne la sécurité. Vous devez respecter en tout temps les règles, les encadrements et les consignes en application ou établies par Hydro-Québec. Vous devez déclarer tout événement à votre employeur et aux représentants d'Hydro-Québec dès qu'il se produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre employeur, à vos collègues ou aux représentants d'Hydro-Québec. Enfin, vous devez toujours informer le représentant d'Hydro-Québec de votre présence sur les lieux des travaux et vous identifier lorsqu'un membre du personnel d'Hydro-Québec vous le demande. Merci de votre attention. Nous vous remercions et nous espérons que votre expérience de travail à Hydro-Québec sera des plus positives.